auditeurs et spectateurs, bonjour. Nous sommes en compagnie de Xavier. Xavier de l'association Accessi-Jeux. Xavier, bonjour. Salut Talmo. Est-ce que tu peux nous parler des statuts et des objectifs de cette merveilleuse association? Oui, alors les statuts, bien, nous sommes une association de loi de 1901 qui est née il y a 4 ans, de la passion de trois potes qui aimaient jouer. Mais parmi les trois potes, il y en avait un peu bigleux, et c'est moi. Oui. C'est moi. Et donc il a fallu trouver des solutions pour adapter les jeux. Et on en avait un peu marre de saccager mes jeux en prenant des marqueurs et faire des gros repères dessus. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne trouverait pas des idées pour faire ça un peu plus proprement? Et il s'avère que parmi les trois potes, il y en a un qui est développeur de sites internet et d'applis smartphone. Et je lui ai dit, mais on pourrait pas faire ça avec une appli, ça serait pas mal. Donc il a dit, on va y réfléchir, et du coup on a cherché des financements pour pouvoir financer le développement de cette appli. Et du coup on a créé cette structure, au départ pour créer l'application smartphone. Puis très vite nous est venu d'autres idées pour rendre les jeux de société accessibles aux malvoyants et aux non-voyants. Voilà, et maintenant les 4 ans, au bout de 4 ans, où en êtes-vous? On m'a parlé d'une ludothèque. Ouais, tout à fait, on est la ludothèque du 12e à Paris. En fait, au départ, on était dans un incubateur d'associations, et puis l'association elle a grandi, et on s'est retrouvé avec pas mal de jeux, avec des bénévoles qui s'étaient engagés pour nous. On était toujours dans l'incubateur, on n'avait pas de local, et on a proposé à la mairie de notre arrondissement d'ouvrir une ludothèque dans le 12e, vu qu'il n'y en avait pas, qui de fait maintenant est la ludothèque la plus accessible de France aux malvoyants et non-voyants, puisque à ce jour on a 160 jeux sur les 600 qu'on a à la ludothèque. 160 jeux qui sont adaptés aux malvoyants et non-voyants. 160 jeux adaptés aux malvoyants et non-voyants. Alors voyons tout de suite un exemple. Par exemple, ce jeu Sushigo que vous avez adapté. Alors on va ouvrir la boîte. Ouais. Alors, que trouvons-nous? Déjà, on va trouver une aide de jeu en braille pour ceux qui lisent le braille. Il faut savoir qu'en France, il y a seulement 10 000 personnes sur 1,7 million de déficients visuels profonds qui savent le lire. D'accord. Donc en fait c'est vrai que quand on passe à l'adaptation, on va tout de suite se dire pour les aveugles, c'est le braille. Ouais, c'est parce que non. Moi typiquement, je suis très très malvoyant, je suis incapable de lire sur une règle de jeu ou sur mes cartes, mais le braille m'aidera à rien puisque je l'ai jamais appris. D'accord. Donc on a imaginé toute une gamme de stickers en relief, des stickers avec des formes géométriques qui sont faits en résine transparente. Et je les vois, moi. À chaque forme, on va associer en fait dans le jeu soit un symbole, soit une couleur, soit un chiffre. Donc là par exemple, dans ce jeu là, Sushigo, c'est un jeu où on va jouer avec des plats japonais. Donc là c'est la forme du sticker qui va m'indiquer ce que j'ai sur ma carte. Alors déjà j'ai une perforation qui m'indique dans quel sens tenir ma carte. Voilà, très important pour se repérer. Oui, surtout dans ce jeu là, parce qu'en plus de l'adhésif qui est rond et qui va m'indiquer que c'est un maquis, c'est aussi la position en fait du sticker sur la carte qui va m'indiquer la quantité. Voilà. Si j'avais un maquis, ce serait en haut, 2 maquis au milieu, 3 maquis en bas. Donc là, je touche un rond, j'ai un rond en bas, je sais que j'ai une carte avec 3 maquis. Je vais en prendre une autre au pif pour vous montrer que ça marche aussi. Je touche ma carte, je retombe sur 3 maquis. Là, j'ai un ravioli. C'est ça. Alors ravioli, par exemple, l'étoile. C'est une petite étoile. On peut imaginer que ravioli, parmi tous les adhésifs qu'on a, c'est l'étoile, c'est celui qui représentera le mieux le ravioli. Voilà. Parce qu'en fait, évidemment que quand on va adapter les jeux, on va pas faire un sticker en forme de ravioli, un sticker en forme de dragon. C'est trop compliqué. Voilà. Par contre, on a des manières d'adapter qu'on retrouve de jeu en jeu. Par exemple, un X, ça peut vouloir dire une interdiction. Ou ça peut vouloir dire un combat, on imagine 2 épées qui se croisent par exemple. Vous avez créé des conventions pour vous y repérer plus facilement. Tout à fait. Par exemple, évidemment, si je te donne une carte avec un adhésif en forme de cœur, je t'imagine que c'est pas une crasse que je vais te faire. Généralement, c'est une action de je t'offre une carte, etc. Tu vois. Et de la même manière, pour les couleurs, on s'y repère comme ça aussi. C'est-à-dire que autant là, le rond dans ce jeu-là, ça va être un maquis. Si on joue à Coloretto, par exemple, qui est un jeu où il n'y a que des couleurs, rond ça va être orange, rond comme une orange. Le sticker en forme de fenêtre, ça va être le bleu parce qu'on imagine le ciel à travers la fenêtre. Et est-ce que l'étoile ce serait jaune parce que les étoiles sont souvent jaunes? Alors l'étoile non jaune, on a pris triangle comme les pyramides. Ah pas mal, ouais. Désert, voilà. Très bien. Voilà, mais par contre, par exemple dans un jeu comme le loup-garou, s'il y a une action à faire pendant la nuit, l'insomniaque, il va avoir l'étoile parce qu'on imagine les étoiles de la nuit.
ou dans un jeu avec des princesses, si tu as la princesse, tu as l'étoile. Voilà, à chaque fois, parmi les 12 pictogrammes dont on dispose, on imagine lequel sera le plus adapté à comprendre facilement l'action. De la même manière, en fait, là, c'est pas un jeu de chiffres qu'on a sous les doigts, là, mais sur un jeu avec des chiffres, on s'est aussi débrouillé pour que des personnes malvoyantes qui ne connaissent pas le braille aient le chiffre aussi au toucher sous les doigts. Donc, en lettres d'impression. Alors, avec des adhésifs avec des points, jusqu'à 4 points, ça va être des unités, 1, 2, 3, 4. À partir de 5, ça va être un rond. Si je touche un rond, je sais que j'ai un 5. Et si je touche un rond et 2 points, je sais que j'ai un 7. Voilà, d'accord. Et à partir de 10, c'est un carré. Donc un 15, ça sera carré rond. Ah. Voilà. Petit détail technique, Xavier, mais c'est sans doute pas un détail. Comment est-ce que vous imprimez ces codes-là en surimpression? Ouais, alors déjà c'est de la résine 100% transparente. Oui. Ce qui fait que déjà aussi, c'est important pour nous, pour les gens qui voient bien, ça gâche pas les cartes. D'accord. Et c'est fait chez un imprimeur relief qu'on a à Paris. Chez qui on commande les formes qu'on veut en fait. D'accord. Donc nous généralement on commande des planches de formes diverses et variées. On en a encore reçu récemment qui nous permettent de tester au toucher parce que c'est pas le tout de les imaginer, mais c'est qu'après au toucher il faut se rendre compte si on les reconnaît bien. Quoi. Ouais. Donc une fois qu'on les reçoit, on les regarde au toucher et puis après on les commande. Il faut savoir que c'est relativement cher. Un adhésif comme ça coûte 10 centimes. Ah ouais, pour un jeu de 64, ça fait déjà 6 euros de... S'il y a 15 stickers par carte. S'il y a 15 stickers par carte. Parce que parfois on a jusqu'à 2-3 stickers par carte pour avoir plusieurs informations. D'accord. C'est pour ça que nous, sur tous les jeux qu'on a adaptés à la ludothèque, on les vend pas tous en fait. Parce qu'il y a des jeux qui ont des coûts d'adaptation vraiment rédhibitoires. Ouais. Et nous, on veut pas vendre des jeux, un petit jeu de cartes qui est censé coûter 20 euros. On ne veut pas le vendre à 60 euros. Alors on va envoyer un premier message aux éditeurs justement, s'ils peuvent penser à ça en amont. Ouais, alors il y a des choses à penser en amont, c'est vrai qu'ils peuvent être accessibles. Mais oui. Mais pas tout. En tout cas, les éditeurs, faut pas être vache avec eux. Faut dire que depuis qu'on est identifié dans le monde du jeu comme Assos un peu référente en termes de handicap visuel, ils nous aident beaucoup. Ouais. Du coup, ils nous envoient des boîtes systématiquement dès qu'on dit on a repéré que tel jeu, on allait pouvoir l'adapter. Ils nous l'envoient sans exiger quoi que ce soit en retour, juste pour dire bon, on fait le test, ok, on l'a adapté, ça fonctionne. Du coup, après, nous, on est boutique en ligne et on revend les jeux adaptés. Si ça ne fonctionne pas, on leur dit bon, c'est gentil, tu nous l'as adapté, mais on a réussi à rendre le jeu tactile, mais ça marche pas parce que ton jeu, il est censé se jouer en un quart d'heure et on y passe 1h30. Oui. Donc, les sensations de jeu sont pas là. Donc, d'accord. Donc, tu m'as expliqué tout à l'heure, hors champ, comment vous adaptiez tous les jeux à la ludothèque. Ouais. C'est un gros travail, il y a beaucoup de bénévoles. Ouais, on a une quinzaine de bénévoles permanents entre les animations et les adaptations. Et tous les lundis, il y a des bénévoles qui viennent à la sauce, soit pour imaginer les nouveaux jeux. Là, typiquement ici, si jamais là les éditeurs ils sont autour de nous, si on a repéré un jeu, on va rentrer à Paris avec dans notre valise et on va dire bon celui-là alors comment on l'adapte, etc. Et on va l'adapter pour la première fois et après le tester en soirée jeu, etc. Donc ça c'est pour tout ce qui est nouveauté qu'on a pour nous et pour la ludothèque. Et puis comme on vend des jeux pour les particuliers, pour les cafés ludiques, pour les médiathèques, les ludothèques, s'ils nous commandent des jeux, tous les lundis on se réunit et on traite les commandes avec tous les bénévoles, les commandes qui sont tombées dans la semaine. Formidable. Alors maintenant, je crois qu'il est temps de passer à la démonstration de Tutilix. Tutilix Access, qui lui est une version entièrement repensée pour des personnes non-voyantes. C'est ça. C'est ça. Hein. Alors en fait, pourquoi j'insiste sur Access, c'est parce que le Tutilix existait déjà. Oui. Et en fait, auteur-éditrice du jeu, Christine Larquetou, nous a cédé la licence pour qu'on puisse faire une version 100% accessible. D'accord. Elle est orthophoniste, donc ça lui tenait en plus particulièrement à cœur que son jeu soit accessible à un maximum de personnes. Et nous, par ailleurs, on avait aussi beaucoup de demandes de jeux de lettres accessibles. Oui. Parce que la déficience visuelle, ça concerne aussi pas mal les seniors. Et les seniors sont un public qui aime le Scrabble et les jeux de lettres. Et on n'avait rien de vraiment convaincant. Et donc, quand on a rencontré Christine, c'était au festival Octogone à Lyon. Oui. On s'est dit, ce jeu-là, il est intéressant, il faudrait qu'on décroche des financements pour pouvoir l'éditer. Donc on a Malakoff Médéric qui est mécène sur ce jeu-là et qui nous a permis d'éditer ce jeu. Sans le mécénat, c'était pas possible. Parce que le jeu, il a coûté 3 fois le prix à faire qu'un jeu normal, en fait. D'accord. Mais grâce à eux, on a pu enfin sortir notre premier jeu en tant qu'éditeur.
Alors du coup qui a toutes les vertus de ce qu'on fait en tant qu'adaptation, mais directement au sein de la boîte, édité tel quel. Voilà. Donc on a le CD audio qui est lu par un comédien qui lit les règles du jeu. Oui. Enfin des jeux, parce que dans tout Ilix, il y a 12 jeux au sein de cette boîte-là. Et 28 autres règles supplémentaires sur internet. Donc 40 jeux qu'on peut jouer au total. Variantes, voilà. Il faut plein d'explications. C'est ça, il y a plein de règles différentes et pour tous les styles, pour tous les âges. Ça va du jeu très frénétique. Là, dans ce jeu-là, on a la chance d'avoir 12 auteurs connus qui ont fait des règles. Donc Roberto Fraga, par exemple, a fait une règle qui est hyper rapide, qui joue en 1 contre 1, où c'est un peu délire comme tous les jeux que fait Roberto. Bon, ça va être délire, rapide. Donc on a des jeux très frénétiques comme celui-là. Et on a des jeux plus posés façon Scrabble. Donc là, on a Nicolas Bourgoin et Alexandre Droit qui ont fait un jeu où on va poser des mots, etc. Donc on en a vraiment pour tous les goûts, tout style de mécanique. Donc dans le CD, il y a les 12 règles de la boîte qui sont... Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors ça, la règle normale, en fait, en noir, comme on appelle ça, bien écrite pour les gens qui voient correctement. Avec... à la fin, tous les gens qui ont fait le jeu, des petites aides de jeu qui servent pas trop dans ces jeux-là, mais qui peuvent servir pour les 28 autres jeux qu'il y a sur Internet. Et une explication, là, typiquement, là, il y a les 40 jeux qui sont écrits en disant quel jeu sollicite plus ou moins telle capacité, plutôt la rapidité, plutôt la mémoire, etc. Donc ça permet de choisir son jeu en fonction des gens avec qui on joue. Il n'y avait pas un petit code à flasher aussi? Parce que ça m'a épaté. Alors le code, pas sur ce jeu-là, mais c'était sur Sushigo, ouais. Ah, bah. En fait, mais on pourra le montrer, c'était au dos de la boîte. Ah oui. Il y a en fait on a petit code à flasher. Je parlais tout à l'heure de l'application smartphone, on l'a fini par la développer cette appli. Et donc quand on scanne le code, ça nous permet d'avoir accès aux règles de jeu en synthèse vocale dans l'appli ArtSci Jeux qui est gratuite. Et par ailleurs, à l'intérieur de la boîte, il y a aussi des aides de jeu qui sont à flasher. Et donc ça te donne les aides de jeu qui t'expliquent les effets des cartes et aussi à quoi les pictogrammes en relief correspondent. Et ça, c'est vraiment accessible justement. Oui, parce que même les applis smartphones sont accessibles aux déficients visuels avec une synthèse vocale intégrée sur que ce soit iPhone ou Android. Il y a des synthèses vocales intégrées dans les téléphones. Alors là, c'est moi qui manque d'accessibilité parce que j'ai pas de smartphone, je suis nul en technique. Donc, mais les gens comprendront. Si tu es de la vieille école, tu auras encore un lecteur de CD chez toi ou un lecteur de DVD et tu pourras écouter les règles sur le CD. Voilà. Donc c'est les règles des jeux de Tutelix. Donc le matériel, c'est ça, c'est des cartes avec des lettres. En fait, c'est un jeu qui joue avec 2 alphabets différents, de 2 couleurs différentes. Pour les non-voyants complets, en fait, sous cet alphabet sur fond clair, ici vous ne le verrez peut-être pas à l'image, mais il y a un tout petit repère tactile qui permet de dissocier les 2 couleurs. En fait. Non, on ne le voit pas, je crois. Et la croix également. Alors la croix, c'est parce qu'en fait, parmi les 40 règles... Ah, il faut trier les cartes. C'est ça, il y a des jeux qui vont te dire on joue avec les 2 alphabets, puis d'autres jeux qui vont dire on joue avec les alphabets et les cartes plus, par exemple. Donc là, c'est le petit plus mais qui est aussi en relief, du coup. Ouais. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup plu, moi, c'est que la lettre est écrite en braille pour les voyants qui jouent, que eux se cultivent un petit peu aussi et qu'ils fassent l'effort d'apprendre... petit à petit, à force d'y jouer, ça peut sensibiliser. Il y a le braille donc, pour les voyants en blanc, mais évidemment il est aussi en relief. Donc il y a le braille en relief pour les non-voyants. Sur la lettre, il y a un relief aussi pour toucher la lettre. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je suis malvoyant mais je ne lis pas le braille. Donc dans des conditions là, en tant que malvoyant, le jeu est bien contrasté et assez gros pour que je puisse voir ma lettre. Mais dans des conditions de lumière différentes, je ne pourrais même pas voir la lettre. Donc là, je serais obligé de la toucher et de savoir que c'est un T. Par ailleurs, pour être sûr au moment où je prends ma carte en main, de la tenir dans le bon sens, on a pensé à faire ce bord arrondi qui permet de toujours tenir sa carte dans le même sens. Et puis par ailleurs, si jamais tu prends la pioche et que tu veux la remettre tous dans le même sens, c'est assez rapide en fait, parce que tu peux pas avoir l'arrondi en haut à gauche, l'arrondi en haut à droite, en bas à droite. Si tu as l'arrondi en haut à droite, tu es sûr d'avoir toujours les cartes toutes dans le même sens. Voilà. Et oui. Il y a un dernier petit truc en termes d'ergonomie qu'on a étudié sur ce jeu-là. Je t'en prie, parce qu'en fait je sors tout de la boîte. Allons-y. C'est juste qu'en fait la problématique qu'on a avec les jeux qu'on adapte avec du relief, c'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur, si c'est ça. C'est ça. Et donc dès qu'on veut faire une pioche,
Ah, ça tombe. Ça tombe. Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'était de faire une boîte avec une barrette qu'on puisse déplacer. Ça. D'accord. Je la déplace d'un cran. Et donc ma pioche, au lieu de l'avoir de façon traditionnelle comme tout le monde, on va la mettre sous forme de présentoir. Et comme ça, on pourra piocher et pas faire tomber la pioche. Ça peut servir de pioche et aussi de défausse derrière, quoi, par exemple. Toutes les données techniques ont été abordées. Hein. Tant qu'à faire, c'est nous qui éditons le jeu. Évidemment. On a essayé de penser à tout ce qui pose problème d'habitude quand on joue, quoi. D'accord. Là, on a 2 jeux de cartes. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que les jeux de cartes qui sont dans votre ludothèque, qui ont été adaptés? Alors, également? c'est majoritairement à 90% des jeux de cartes. Oui. Des jeux de cartes, mais ça va du jeu pour enfants de 5 ans à jeux beaucoup plus classiques pour les seniors, en passant par des jeux beaucoup plus entre guillemets geeks comme Citadel, etc. Avec des coups d'achat, des effets de personnages, voilà. Soit adaptés de façon tactile, soit avec les QR codes. Les gros jeux de plateau, évidemment, c'est très complexe parce que dès qu'on va aller conquérir le monde avec des meeples partout, on va tout renverser si on veut toucher. Donc ça, malheureusement, il faudra que la technique évolue un petit peu. Voilà. Mais après, je sais pas si vraiment on y arrivera un jour, mais bon, vu la quantité de jeux qui sortent chaque année, on a le choix quand même dans pas mal de choses pour quand même proposer des choses à nos adhérents qui soient originales. Et puis après, sinon, l'autre partie des jeux qu'on adapte, c'est tous les jeux abstraits à 2 joueurs, comme le Quarto, comme le Corridor, le Puissance 4, tous ces jeux-là qui se jouent à 2, donc qui avec des repères tactiles fonctionnent très très bien. Je l'ai vu, votre Quarto, pour signifier la couleur, vous avez mis un petit élastique autour du blanc, il n'y en a pas sur la couleur noire. Voilà. Après, le jeu lui-même, il y a des trous, des carrés, des ronds. Ça, c'est très perceptible. La couleur, c'est le seul critère qui n'était pas adapté en fait. D'accord. Après, pour le confort, on a rajouté des aimants sous les pièces pour faire en sorte qu'un non-voyant qui va aller toucher le jeu pour l'analyser, pour le voir, il va pas tout renverser en fait. Voilà. Donc pour tout ce qui est jeu de plateau, on fonctionne beaucoup avec les aimants. Formidable, très intéressant. Et alors, l'avenir aujourd'hui, les prochaines adaptations, il y a des projets en cours dans les tuyaux? Ouais, de toute façon des adaptations, on en a grosso modo des jeux, on en rajoute 1 ou 2 au catalogue toutes les semaines. Donc, par semaine? Oui. Ah oui. Parce que on est un peu partout sur les routes de France, on croise tous les éditeurs, on fait une veille sur tout ce qui sort, donc dès qu'on voit quelque chose, ils nous l'envoient, on essaye, sans qu'ils nous demandent quoi que ce soit en retour, juste d'essayer. Si ça marche, tant mieux, on le rajoute à la boutique. Si c'est dans un coût abordable aussi, et sinon tant pis, on le met juste à la ludothèque, mais donc on en adapte vraiment régulièrement. Et puis l'avenir de l'association, c'est aussi beaucoup, je pense, à passer par l'édition, et donc ça c'était vraiment notre premier coup, on espère vraiment que Malakoff Médéric, qui nous a aidés sur un coup, va trouver qu'on s'en sort bien pour éditer des jeux, suivre l'expérience et qu'on puisse en faire davantage, quoi. On a la gamme Access, puisqu'on a appelé Toutilix Access ce jeu-là, puisqu'il y avait Toutilix, on a fait la gamme Access. On a d'autres idées de jeux qui nous intéresseraient bien de mettre en gamme Access. Et pourquoi pas, la proposition est ouverte à tous les auteurs, créer une gamme directement accessible. Pas forcément prendre des jeux qu'on adapte, mais directement faire des jeux accessibles que nous on éditerait aussi dans une autre gamme. Ma dernière question, Xavier. Là, on a eu des jeux qui sont adaptés pour les personnes non-voyantes. Est-ce que vous avez travaillé, ou est-ce que dans le futur vous allez travailler aussi pour adapter les jeux à d'autres formes de handicap sensoriels ou non, mais plutôt sensoriels? Oui, alors en fait on s'est appelé Accès 6 jeux dès le début volontairement et non pas C6 jeux, parce qu'on s'est dit qu'un jour ou l'autre on pourrait s'ouvrir à d'autres types de handicap. Après, rien que sur le handicap visuel, chaque personne atteinte de déficience visuelle est tellement différente, parce qu'il y a plein de pathologies différentes, des pathologies qui engendrent des troubles associés différents. Il y en a qui vont avoir des problèmes de mémoire, de rapidité, donc déjà connaître et réussir à faire des choses optimisées pour les déficients visuels, c'est très long. Aujourd'hui on commence à avoir un peu des choses à proposer un peu à tout le monde en termes de déficience visuelle, et on commence à se dire que maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres personnes atteintes d'autres handicaps. Et donc le premier qui nous vient en tête, c'est la surdité, parce qu'on croise aussi souvent des sourds dans des festivals qui ont besoin d'explications en langue des signes notamment. En fait on pourrait croire qu'un sourd
On applaudit le festival. On applaudit Accessi Jeux aussi. Ah ouais, merci. C'est bon. En fait, on pourrait croire que les sourds, il leur suffit de lire les règles du jeu pour qu'ils soient accessibles. Mais déjà non, parce que c'est pas leur langue principale. Leur langue principale, c'est la langue des signes. Ouais. C'est comme si toi, tu te tapais tout le temps de lire des règles en anglais. Ouais. Ça m'arrive et j'ai du mal. Voilà. Donc, t'aimerais bien les avoir en français. Les sourds, ils aimeraient bien les avoir Mm. en langue des signes. Donc pourquoi pas imaginer des règles du jeu filmées en langue des signes pour les sourds. Aussi, tous les jeux de communication, style Time's Up, etc. Moi, je pensais à sont ça, bien sûr. très compliqués. Alors après, nous, on n'a pas d'expertise sur ça, donc on aimerait bien s'ouvrir à ça. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent donner un coup de main, on est ouvert. Il s'avère que notre parrain 2019, on l'a annoncé il y a 2 jours. C'est Guillaume, l'animateur de Trick Track, qui est de métier oui, voilà, interprète de langue des signes. Oui. Donc on va peut-être essayer de faire bouger les choses là-dessus avec lui cette année. Bon, formidable. Xavier, moi je te remercie infiniment. On va relayer votre message et on va vous souhaiter le meilleur avenir pour 2019 et toutes les années qui vont suivre. Ben, merci, ça fait super plaisir de voir à quel point le monde du jeu dans toutes ses variétés, éditeurs, auteurs et médias, s'intéresse à ce qu'on fait, et c'est important que ce soit relayé pour que les déficients visuels sachent qu'ils peuvent jouer, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se l'interdisent. Parce qu'ils n'imaginent pas que ça existe en fait. Voilà. Donc merci à vous pour cette exposition. Accessi Jeux, la ludothèque du 12e arrondissement à Paris. Voilà. Merci Xavier. Merci, à bientôt, salut à tous.